Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à l'émission Cultiver son savoir. Aujourd'hui, avec notre invité Marc-André Gaudreault, professeur au département de génie mécanique et titulaire de la chaire de recherche sur l'usine laboratoire en intelligence manufacturière, nous découvrons les possibilités et les défis que nous offre l'industrie 4.0 et l'intelligence manufacturière. Faisons ensemble la connaissance du professeur Marc-André Gaudreault. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Votre formation est pour le moins atypique. J'aimerais que vous nous en parliez un peu. Je dirais même que c'est mon parcours au complet. Je n'avais pas la prétention de devenir professeur à l'université. Et j'ai pourtant fait un doctorat au fil des ans. J'ai diplômé sur le tard. En fait, j'ai été ingénieur dans l'industrie. Je suis ingénieur mécanique de profession et j'ai eu un emploi à la technique de génie mécanique au Cégep. Il y a une distinction entre les techniciens et les ingénieurs. J'ai travaillé près de 15 ans à la technique et pendant que j'étais à la technique, j'ai fait mes cycles supérieurs pour étudier mon champ d'expertise. Je suis musicien aussi à mes heures. Et je me suis intéressé à l'acoustique et à la vibration. Par contre, en arrivant à l'université, en acceptant de partir, de démarrer ici à Drummondville le programme de génie mécanique, j'ai été en immersion immédiate avec les défis de l'industrie 4.0 et mon bagage industriel d'avant le poste de prof m'a permis justement d'avoir cette compréhension des enjeux des manufacturiers. Et c'est comme la somme des tout qui fait un peu la spécialité avec toute l'expérience acquise en même temps, vous étiez en mesure de bien conduire justement le cheminement. On parle justement du CNIMI, du Centre national intégré du manufacturier intelligent, qui est superbe en soi. J'aimerais ça qu'on parle un peu de sa genèse. À partir de quand c'est né et à quel moment et quels ont été les besoins fondamentaux qui ont fait naître justement le CNIMI? C'est la particularité de Drummondville, en fait. Oui. Pour vrai, là, c'est le tissu manufacturier de Drummondville qui est particulier dans sa capacité de se parler entre eux. Même les entreprises en compétition réussissent ils voient la valeur de la communication et du partage des intérêts. Et donc, les entreprises manufacturières, la ville aussi qui a été un partenaire des premières heures, la Chambre de commerce, l'université, le Cégep, plusieurs intervenants importants de la région qui avaient ciblé un défi pour le futur, et c'était même, je dirais, avant l'industrie 4.0, l'émergence du terme. On parle des peut-être 2015-2016, un gap, j'aime encore être jeune, comme on en parlait avant l'émission. Et donc, c'est ces intervenants-là qui avaient ciblé un défi sur la productivité manufacturière. Drummondville est très, très, très manufacturier. Oui. Et donc, la productivité manufacturière est un élément clé de la richesse de la région. Oui, tout à fait. Puis j'imagine que toutes vos recherches qui se font ici au CNIMI aident le manufacturier, mais pas uniquement pour la région de Drummondville. Bien, le CNIMI, c'est un... D'où son nom national aussi. Oui, mais c'est le I du intégré qui est probablement le plus parlant. Parce que le CNIMI est un tout dans lequel il y a plusieurs fonctions. Autant le bac en génie mécanique, la technique de génie mécanique du Cégep. Mes collègues avec qui j'ai travaillé longtemps sont maintenant mes voisins de bureau avec qui j'ai la chance de travailler encore. Mais en plus de ça, nous avons la recherche orientée sur la productivité manufacturière ou ce qu'on appelle, nous, l'intelligence manufacturière, puisqu'il y a beaucoup d'algorithmes là-dedans qui nous permettent d'optimiser les processus. Ensuite, on a une interface directe avec l'industrie. Ce n'est pas de la consultation parce qu'il y a des consultants dans l'écosystème socio-économique, mais on a quand même une vitrine sur l'industrie qui permet d'avoir le dialogue, de créer les relations de confiance, qui amène on va dire en termes de lignes, qui nous permettent d'avoir une ligne d'intervention et de confiance. Puis ensuite, on est capable d'amener des enjeux plus fondamentaux que la recherche peut récupérer pour être capable comme mission de développer des outils à remettre à l'écosystème par la suite. Donc, si on fait des travaux avec une usine A, une usine B, une usine C, nous, les chercheurs, on est intéressés à voir les processus et de là, établir des outils qui fonctionnent
pour remettre à l'écosystème Formidable. dans le but d'augmenter collectivement notre richesse. Formidable. Donc, un autre joyau de plus pour la région, c'est... Puis on parle souvent d'une hydre à 4 têtes, et la 4e tête est vraiment orientée sur l'entrepreneuriat technologique. OK. Donc, accompagner des entreprises en ciblant particulièrement la capacité d'amener le prototypage. Donc, avoir vraiment une preuve de concept que cela peut fonctionner. On a la chance d'être plusieurs, là, je pointe à l'arrière de moi parce qu'on n'est pas loin. on est très, très près de nos lieux de travail du CNIMI lui-même. Mais c'est d'être capable d'amener les personnes à toucher, à voir, à comprendre. On se dit une fac de génie. On est tous des ingénieurs ou près, fait que donc la conception est facile. Puis on a aussi une usine extraordinaire pour être capable, donc les moyens pour être capable de fabriquer. Formidable, formidable. Et quand on parle de l'industrie 4.0, on parle de quoi au juste? Plusieurs termes. Hein. Si on va en Europe, ils appellent l'industrie intelligente. Ça varie d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Nous, on utilise le terme industrie 4.0. C'est un de ceux qu'on utilise le plus régulièrement, mais fondamentalement, on parle de la transformation numérique des entreprises. La transformation numérique des entreprises, ça ne veut pas seulement dire acheter des ordinateurs. Là. On est à l'intégration des systèmes. OK. C'est dans tout le processus manufacturier, finalement, que ça doit être intégré. Non seulement, le processus manufacturier, c'est l'usine, hein, mais une entreprise, c'est beaucoup plus large qu'une usine. Ça a une multitude de fonctions qui gravitent autour de la production pour être capable de s'assurer qu'on ait un client qui aime notre produit, que le produit réponde aux besoins du client. Okay. Ce tout est une entreprise et c'est l'entreprise elle-même qui est sujette à cette transformation numérique-là. Dans le concret, si vous aviez à nous donner un exemple concret là, de l'intelligence, de l'industrie 4.0 qui a été fait là, sur un prototype, par exemple. En fait, l'industrie 4.0, c'est un terme, premièrement, si moi je me suis transformé en spécialiste de l'industrie 4.0, c'est parce que personne n'est spécialiste de l'industrie 4.0. Je ne clamerai pas que je suis spécialiste de. C'est parce que, en fait, c'est émergent. C'est émergent et c'est la somme de plusieurs choses. Comme l'industrie ne touche pas que la production, on ne parle pas que d'ingénierie, on ne parle pas que de productivité, on parle d'un tout qui englobe la gestion, la logistique, les ressources humaines. C'est la somme de tout. On parle de pluridisciplinaire. Et donc, c'est à travers ça cette lentille multiple, qu'on doit regarder l'industrie 4.0. Pour répondre à ta question, un très bon exemple de transformation numérique, c'est un produit inerte. Souvent, on imagine, on utilise le poteau de clôture, nous, comme exemple. On numérisera jamais un poteau de clôture, parce que, dans le fond, c'est inerte, mais plus inerte que ça, on imagine mal. Mais des compagnies qui étaient des fabricants, donc vraiment des compagnies métal plié, soudage et compagnie, qui soudainement se voient dans l'obligation ils ont l'idée d'ajouter des capteurs qui permettraient d'avoir des données de vibration, de température, d'une multitude de facteurs, ces capteurs-là leur permettent d'avoir soudainement des informations. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise, qui était constituée principalement de soudeurs, de tauliers, soudainement, ça prend des informaticiens pour gérer, parce que si on a des capteurs, on a aussi un processeur qui gère ces données-là. On a des licences logicielles, on a des updates, des mises à jour qu'on doit faire. Ça. Et donc, soudainement, l'entreprise elle-même est obligée de s'accoutumer à travailler avec des nouveaux corps de métier qui sont souvent loin du champ d'expertise ou de l'intérêt du manufacturier à son essence même. Ça fait partie un peu du défi de la transformation. Oui, je comprends beaucoup mieux. Et quand on parle d'intelligence manufacturière, est-ce qu'on fait un parallèle avec l'intelligence artificielle? Ah oui, certainement. Et puis, je pense que l'intelligence artificielle, on n'y échappera pas et on n'y échappera plus, ça c'est certain. L'intelligence artificielle, c'est un champ de travail très vaste qui souhaite, à travers des algorithmes, donc des formules mathématiques, des compilateurs, de remplacer les réflexes que l'humain peut avoir ou de prendre
on va dire, des sages décisions basées sur des données antérieures, ce que l'humain fait normalement bien. Aussi, oui. Nous, on s'intéresse aux manufacturiers. Et donc, l'intelligence artificielle, on parle de chat GPT, on parle On est plus dans un créneau plus restreint à ce moment-là. Oui, exactement. Nous, on a voulu s'assurer que le carré de sable dans lequel on travaillait était celui du manufacturier. Les besoins des manufacturiers ne sont pas les mêmes que ceux du marketing électronique ou que... Ou des entreprises de services. Oui, exactement. OK. Excellent. Et puis, dans tout ça, on nous parle aussi de jumeaux numériques. Oui. Ça, je pense que c'est assez complexe, mais est-ce qu'il y a moyen de décortiquer un peu ce qui... Moi, j'oserais dire que le jumeau numérique, c'est très, très, très simple, mais ça permet de faire de très, très grandes choses si c'est bien intégré. Et le concept même du jumeau numérique, si le concept est facile à établir, l'implanter dans une entreprise peut s'avérer assez chaotique, suffisamment pour qu'il n'y ait pas tant d'exemples concrets que cela sur le marché, particulièrement au niveau des PME. Donc, le jumeau numérique, c'est... Sa fonction première. Aider à la prise de décision en temps réel. OK? Depuis qu'on a la troisième révolution numérique, parce qu'on n'a pas fait les 4 révolutions, là, mais première révolution, on parle de la vapeur, la deuxième, l'électrification. Là, on remonte d'un siècle. Là, Et dans les années 60, on a eu l'arrivée du processeur, le microprocesseur, qui nous a permis de faire du séquençage, donc de prendre des décisions assez arbitraires par contre. Hein? C'était binaire, c'était à gauche ou droite, c'était à tel instant, tu fais telle chose. Et donc, mais ça a révolutionné complètement notre façon de produire. On est arrivé avec les robots, on est arrivé avec les automates programmables. Dans le fond, la quatrième révolution, elle, c'est l'intégration de ces tout-là. Je prends la modélisation. La modélisation avec les ordinateurs, on a été capable de faire de la modélisation de plus en plus poussée. Puis suffisamment pour qu'avant, on faisait nos plans à la main avec des lignes. On a eu une révolution qui s'appelait AutoCAD, qui est une compagnie qui avait développé un logiciel qui permettait de faire du dessin 2D, mais sur un ordinateur et de pouvoir... construire sur ce qu'on avait déjà fait au lieu de reprendre le dessin au complet, là, ce qui était fait à la main. Oui, je comprends. Et ensuite, on a eu une autre révolution qui était le dessin assisté par ordinateur 3D. Là, on avait des solides qui se déplacent. On est capable de voir nos objets tridimensionnels et même les intentions qu'on a quand on conçoit sont différentes de la planche à dessin puisqu'on voit déjà l'objet solide. On pourrait parler à ce moment-là déjà d'un jumeau numérique, mais pas d'un jumeau numérique, mais d'un objet virtuel qui ressemble à celui qu'on souhaite avoir. Je pense que le lien entre le virtuel et le réel, c'est l'objet du jumeau numérique. Par contre, la force du jumeau numérique, c'est un cycle qu'on appelle le cycle physique cyberphysique. C'est qu'on utilise le réel pour envoyer de l'information temps réel dans un modélisateur qui nous permet d'avoir une réalité virtuelle. Et de ça, on est capable de processer, utiliser nos algorithmes dont on parlait plus tôt. Et ces algorithmes-là nous permettent de trouver des optimisations que l'opérateur d'une machine n'aurait pas eu le temps de faire ou n'aurait pas eu la compétence de faire et être capable d'avoir une rétroaction. Donc, le cycle, c'est physique, cyberphysique. On revient au domaine physique et on a une optimisation qui nous permet d'avoir d'améliorer. Faire la boucle, finalement, à ce niveau-là. Et ça, c'est le jumeau numérique. Ça peut se décliner sous plusieurs formes. On pourrait imaginer une réalité augmentée, une réalité parfaite Mais le jumeau n'a pas besoin d'être une représentation virtuelle du réel. C'est les informations, donc les capteurs, c'est les données. Et comment on gère ces données-là qui nous aident justement à arriver à cette représentation, à ce cycle physique-cyberphysique. C'est correct, mais l'explication est très bonne, merci. On parle aussi, dans les termes évoqués, des solutions autonomes. Ces solutions autonomes-là, c'est quoi, premièrement, et à quoi elles servent? Bien, en fait, les solutions autonomes, c'est un domaine d'avancement qui permet d'arriver à cette intégration des systèmes-là. D'accord. Les systèmes autonomes, je pense que le meilleur exemple pour tout le monde, c'est de penser à Google Car. L'auto de Google, autonome, ou même la Tesla, là, avec ses fonctions avancées. Une voiture capable de manœuvrer dans une société de façon tout à fait autonome.
Ça, on peut imaginer que c'est un système 2 dimensions, hein? Donc, on suit une route, là, tu sais, mais nous, on travaille aussi en robotique. Fait qu'on peut imaginer, puis on n'est pas rendu là encore, tout à fait, mais on pourrait imaginer un bras robotisé qui, lui aussi, est capable de s'auto-programmer et à la limite, d'auto-éviter des obstacles qui se présenteraient sur son parcours. Ce que l'auto est capable de faire, dépendamment des conditions, là, il y a une raison pour laquelle l'auto n'est pas acceptée à large échelle, c'est qu'il reste encore des enjeux à corriger à travers ça. D'un point de vue manufacturier, on ne rentrera pas les autos dans l'usine demain matin. On utilise des plateformes à navigation naturelle qui nous permettent justement de faire la manutention de A à B. On appelle ça une mission. On est capable de donner des missions à des plateformes ou à des objets. On a des chariots élévateurs automatisés. On a plusieurs composantes qui ne relèvent pas seulement de l'automatisation comme on connaît des années 60, mais avec la capacité d'éviter des objets, donc d'une prise de décision locale et qui permet de compléter les missions de façon optimale. Puis, donc, réduire la consommation d'énergie, s'assurer de l'intégrité des humains qui travaillent autour de ces plateformes-là. Et ça, cette automatisation-là ou cette autonomie-là, particulièrement au niveau de la manutention, ça permet de réduire les pertes dans notre chaîne de valeur. Donc, si je produis, moi, d'un point de vue manufacturier, ce que je veux, c'est faire un produit, le faire le plus rapidement possible, le plus optimalement. Puis l'optimal qu'on cherche, c'est un endroit où, quand je travaille, à chaque opération que je fais, je voudrais rajouter le maximum de valeur sur mon produit. OK, d'accord. Lorsque je dois prendre le produit et l'amener de l'équipement de production A, mettons un tour, puis l'amener jusqu'à une fraiseuse ou un autre équipement de production qui serait plus loin, la manutention entre les deux n'apporte aucune valeur. Et donc, d'automatiser ou d'autonomiser ces processus-là, c'est une façon de réduire les pertes et donc de maximiser notre chaîne de valeur. Et ça, un des plus grands avantages de ça, c'est la capacité d'avoir une... Dans l'automobile, dans les années 60, 70, 80, même jusqu'à tout dernièrement, même encore aujourd'hui dans certaines usines, c'est une chaîne qui transporte le véhicule en construction. On parle d'une chaîne d'assemblage. La chaîne d'assemblage, c'était la façon la plus optimale, à l'époque, de gérer les pertes de transport, donc ces pertes de manutention-là entre les étapes de travail. Aujourd'hui, on a réussi à dématérialiser la chaîne grâce à ces techniques autonomes-là. Puis l'exemple le plus frappant qu'on a aux alentours, je pense, c'est l'usine de BRP à Valcourt, qui, eux, utilisent le Skidoo, le Sea-Doo, le Spider, ou peu importe le modèle qu'ils sont en train de produire, et sur une plateforme, et cette plateforme-là devient la chaîne. Mais là, soudainement, ça veut dire que s'il y a une erreur sur on peut la retirer de la chaîne. La chaîne est dématérialisée. L'étape A, l'étape B, l'étape C, l'étape D, on est capable de se permettre cette dislocation de la chaîne-là qui permet, elle, d'éviter un agrandissement d'usine, de relocaliser tous les équipements, qui permet aussi de faire un virement de production en 24 heures. Là. Je pense que c'est vraiment une nouvelle façon de produire. Plus rapide également. C'est formidable. Au niveau on parle aussi de révolution, de transition numérique. Entre les deux termes, lequel choisir? Celui qui fait le moins mal, c'est sûr que c'est la transition, hein, parce que dans la révolution, il y a une certaine violence, il y a une douleur. Aussi, exact. Et je pense que nous sommes en transition numérique, puisque on ne ressent peut-être pas toute la douleur de cette mutation-là. En fait, la façon dont on aborde présentement la transformation numérique, c'est d'une façon très, très, moi je vais dire Toyota, là, donc amélioration continue. On voit la productivité manufacturière, ça fait des décennies qu'on utilise l'amélioration continue pour justement savoir où mettre le prochain pas, quoi faire pour être meilleur. Alors que, dans le fond, ce qu'on voit dans la transition numérique, dans la transformation numérique, c'est une rupture.
il y a des angles morts qui ne sont pas apparents tant et aussi longtemps que les objets ne sont pas intégrés. Intégré à Et l'intérieur. lorsqu'on intègre, soudainement, il y a Ça une apparaît. nouvelle réalité. C'est un peu OK. comme la pilule rouge, la Oui, pilule oui. bleue là, Oui. dans un film de science-fiction qu'on a peut-être déjà vu. On parle de beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut penser que la pénurie de main-d'œuvre, ou plutôt le fait de modifier l'industrie en 4.0, c'est un peu cette pénurie de main-d'œuvre-là qui a apporté, qui a fait que l'industrie 4.0 s'est développée davantage, ou c'est la conséquence? Ou La cause de la conséquence, Ouais, c'est exactement. une très bonne question, hein, parce qu'en fait, la pénurie de main-d'œuvre, selon mes observations, relève beaucoup de la conséquence, en fait, peut-être de décisions de gestion vraiment stratégiques qui n'auraient pas ou peu été Oui. prises. Oui. Mais au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, une réalité, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, une des très bonnes façons de la corriger, hein, Oui. sans aller à la source nécessaire, c'est cause ou conséquence, c'est l'automatisation avancée, c'est clair. Et ça, c'est une des raisons d'être du Cinemi, c'est d'aider les entreprises à voir les possibilités à travers ces outils-là. En ayant toujours comme principe que l'humain est au centre de la transformation. Ah, bien ça, c'est le beau là, de la question. Nous, depuis qu'on a commencé nos travaux, rapidement, la nature de l'UQTR, c'est de ne pas être... les universités à Chartres ont des facultés et rarement les facultés réussissent à se parler aussi facilement que le réseau de l'UQ, c'est une université. Il n'y a pas de faculté. Moi, je suis dans l'école d'ingénierie, Oui. mais on fait partie, et notre doyen des études, c'est le doyen pour toute l'école. Et donc, on a une facilité, une proximité à l'UQTR de se parler entre gestion, entre génie, entre ressources humaines, entre la logistique. Et cette facilité-là nous aura permis, nous, de voir le problème dans son ensemble plus rapidement, je pense, que les facultés de génie, hein, les écoles d'ingénierie qu'on connaît bien, qui, eux, sont habitués de traiter le problème de façon technocentrée et uniquement technocentrée. De notre côté, rapidement, on s'est rendu compte que la transformation numérique était davantage socio-technologique. Donc, c'est l'humain qui est l'objet qui doit être pris en compte au centre de cette transformation-là. Tout à fait. OK. Et non technocentré. Exactement. Puis là, certaines personnes vont faire, là, si on veut jouer sur les termes, pour démêler et démystifier. La révolution qu'on vit, c'est la 4e révolution industrielle. On parle pas de 5e? C'est justement, c'est qu'il plusieurs personnes, plusieurs intervenants se sont rendus compte que finalement, la transformation, c'est l'humain qui est au centre de la transformation. Et donc, c'est une nouvelle révolution. Mais la révolution 4 qu'on est en train de vivre, on l'étudie alors qu'elle est en cours. Les autres révolutions ont été étudiées a posteriori. Puis avec le recul, souvent, on prend des meilleurs choix. On voit, davantage les détails et les aspérités. Donc, on est en pleine révolution, à savoir si on est dans la 3, à savoir si on est dans la 4 ou dans la 5. Personnellement, je crois qu'on est dans la 4e. Elle va durer encore un certain temps. Avant que la poussière se repose, là, il y a encore plusieurs années. D'apprendre des erreurs qui sont faites en cours de route. Tu sais, on construit l'avion en plein vol, comme on a déjà dit. Exactement. Mais, puis, il y a un tableau qui est assez parlant en productivité, c'est qu'à chaque révolution, la productivité globale a augmenté durant ces années de transition-là, ou après la révolution elle-même, suivi d'un plateau, parce qu'à un moment donné, les effets positifs de la révolution en termes de productivité s'estompent ou sont maximisés déjà. Et cette productivité-là se fait donc en plateau. Et présentement, nous sommes en prise d'accélération, on va dire. Vers un plateau. Et on n'a pas vu d'inflexion. On n'est pas en 5e révolution. On conclut là-dessus. Loin de, OK, excellent. Puis, il y a des découvertes à venir encore en 4.0? Tout est encore à découvrir. Ah, wow, OK. C'est la beauté du chercheur, et c'est une des raisons pourquoi l'acousticien s'intéresse à un domaine émergent comme celui-là. C'est que tous les efforts sont requis pour y arriver. Et donc, en s'intéressant à ce champ-là, non seulement on réussit à faire avancer un domaine en émergence, mais pour vrai, là, la productivité manufacturière, particulièrement d'une région comme celle du centre du Québec,
Bien, c'est une meilleure société pour nos enfants demain. Oui, C'est oui. vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est tant mieux. Dernière question. Est-ce que l'achat d'un équipement technologique complète la transformation numérique d'une PME ou pas? Ben non, c'est seulement le premier pas. Ah, OK. On voudrait croire que ça c'est la mentalité technocentrée. OK. On fait une acquisition et on règle un problème, mais on ne règle pas l'ensemble des problèmes. On fait une acquisition parce qu'on a un besoin, Oui. mais ce besoin-là va dans l'angle mort de... Va changer aussi, là? Va évoluer? Et en fait, longtemps, on a utilisé des indicateurs comme le ROI, le retour sur l'investissement. Oui. Je ne sais même pas l'acronyme Oui. en français, là, mais et le retour sur l'investissement, c'est combien j'économise à faire ce geste-là en entreprise. Et ça permet de rentabiliser. Là, on arrive à un endroit où même ces indicateurs-là sont en rupture, où ils ne donnent pas la réalité, puisque nous, ce qu'on aime parler, et là, ça, c'est le prof d'université, là, Oui, oui. on parle en perte d'opportunité. C'est si je n'ai pas la visibilité sur mes informations, si je ne comprends pas ce qui se passe, je ne pourrai pas réaliser. Et qu'est-ce que ça vaut? Présentement, on ne sait pas comment le calculer. Je comprends. Mais ça reste que c'est l'évolution vers laquelle on doit aller, je pense. Ben, ça reste que l'industrie 4.0, c'est vraiment un élément important, surtout pour une région comme la nôtre, mais partout au Québec, entre autres. Et son développement, bien, on va suivre ça de près avec le CNIMI, avec vos recherches, avec vos essais-erreurs en même temps. Puis, non, mais merci infiniment pour cette entrevue-là. C'était vraiment captivant, vraiment. Il pourrait y avoir une entrevue 2, 3 et 4, j'ai l'impression, parce que le sujet n'est jamais... Il n'est jamais terminé. On fait l'entrevue l'année prochaine. Je vous parlerai d'autres sujets. On va se revoir. Alors, merci beaucoup, Marc-André Gaudreau. Merci également à l'UQTR pour son étroite collaboration. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette émission. Nous vous reviendrons la semaine prochaine pour une prochaine mission Cultiver son savoir sur Nous TV. Bonne semaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.